Bien, nous avons, pour parler travail, j'avais envie de... D'ailleurs, j'ai écouté Bruno Le Maire hier nous dire « Les Français aiment le travail ». Bon, est-ce que... Mais quel travail, hein? Bon, ils aiment le travail, oui, probablement. Mais est-ce que le travail est une finalité? Dernière enquête de l'Institut Montaigne, on va se baser sur cette enquête. Les Français sont majoritairement satisfaits de leur travail. Alors, est-ce que vous l'êtes? 0826 300 300, vous nous dites. Accordez-vous de moins en moins d'importance au travail, vous nous dites aussi, hein, dans votre vie. 0826 300 300. Le travail, évidemment, nous parlons du travail parce qu'il y a cette réforme des retraites en discussion à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que le débat s'est un peu déplacé à l'Assemblée nationale. Il était dans la rue, c'est un peu déplacé. Il est toujours dans la rue aujourd'hui, mais tout de même, hein, aujourd'hui, sur les chaînes de télévision et de radio, on parle beaucoup de ce qui se passe à l'Assemblée nationale et un peu moins de ce qui se passe dans la rue. C'est comme ça. Hein, c'est comme ça. Le travail. Donc, pour parler du travail et pour évoquer ce sujet, les Français aiment-ils encore travailler? C'est encore une question qui me vient à l'esprit. D'ailleurs, vous répondez à cette question. J'aime bien quand vous vous mêlez à notre conversation. 0826 300 300 pour parler. Par ordre alphabétique, François Coq, essayiste, auteur de l'Impératif démocratique de la crise de la représentativité aux Gilets jaunes. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes aussi enseignant, hein, dans le Val-de-Marne, je le rappelle. Pour parler de ce sujet, Jean-Claude Delgen, président d'honneur du cabinet Technologia, auteur des idées revues sur le burn-out aux éditions Le Cavalier Bleu. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On s'est connus, hein, François Coq, Jean-Claude Delgen et Bertrand Martineau, que je vais présenter sur d'autres antennes, sur RMC, pour dire clairement les choses. Bertrand Martineau, bonjour. Vous êtes économiste à l'Institut Montaigne, spécialiste de la question du chômage, des politiques de l'emploi et du dialogue social. Alors, basons-nous sur votre travail à l'Institut Montaigne, étude. Que dit cette étude? Elle dit que majoritairement les Français sont satisfaits de leur travail. C'est cela, Bertrand Martineau? Oui, et c'est la partie la moins originale de l'étude, puisque sur ce plan-là, cette étude ne fait que reposer la même question que celle qui est posée par différents instituts ou organismes de recherche ces 15-20 dernières années. Et quand on pose la question aux Français au travail, donc les actifs, on ne parle pas des retraités, bien sûr, ça fait une grande différence. Et qu'on leur pose la question, êtes-vous satisfait de votre travail, ou sur une échelle de 0 à 10, ou est-ce que plutôt satisfait, pas satisfait du tout, assez satisfait ou satisfait? Il y a entre 75 et 80% des actifs au travail qui déclarent être assez satisfaits ou satisfaits. C'est un chiffre qui vous surprend ou pas, François Coq? Qui n'est pas si étonnant que ça. Moi, je trouve qu'il s'inscrit dans la longue tradition française. Vous savez, depuis Victor Hugo qui disait le travail qui fait libre, la pensée qui fait digne. Voilà, nous autres Français, nous sommes attachés à notre travail en tant qu'objet productif et outil de l'émancipation. Et c'est en ça qu'il faut aujourd'hui regarder la situation. Jusqu'où le travail est un lieu dans lequel on peut s'émanciper. On peut se sentir bien. Et de ce point de vue, je trouve effectivement, j'ai regardé en détail l'étude qui est la vôtre et qui est fort intéressante. On voit quand même des différences très importantes par catégorie socio-professionnelle et par la nature du travail qui est celui des gens. Évidemment. Et d'ailleurs, nous allons détailler cela. Nous allons nous poser la question, est-ce une finalité? Alors, le travail, c'est vrai que les Français sont majoritairement satisfaits de leur travail, mais quel travail? Jusqu'à quelle limite? Travailler pour travailler, non. Sûrement pas, puisque les Français demandent un peu plus de sens au travail. Jean-Claude Delgen. Oui, je pense que dans la question du travail, ce qui est déterminant, c'est est-ce que le travail est choisi par vocation, par plaisir, par tradition, ou est-ce que effectivement il est subi? Quand vous avez quelqu'un qui, pour des raisons alimentaires, subit son travail, c'est quand même très difficile de le vivre au quotidien. Il ne faut pas oublier, alors on a une vision un peu irénique du travail. Il ne faut pas oublier que 64% aujourd'hui des Français, nous à Technologia, on le voit bien, on fait 300 à 400 études chaque année. Bon, on voit bien que 64% des Français sont avec un travail dit atypique. C'est-à-dire qu'on imagine le travail commençant à 8h le matin, le lundi, finissant le vendredi à 17h, 18h, mais c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, vous avez 4,5 millions de Français qui travaillent de nuit, vous avez ceux qui travaillent en équipe alternante, la pénibilité est bien présente. Et là, on retrouve bien, l'étude est d'ailleurs tout à fait en ligne avec pas mal
d'instituts qui ont montré que globalement, vous avez un Français sur 3 qui est à peu près mal au travail. Un Français sur 3. Mais ce qui est beaucoup. Si vous prenez le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, un Français sur 3 qui est pas bien au travail, c'est quand même pas mal. Si on compare ça avec d'autres nations, par exemple, parce qu'il faut comparer pour comprendre, avec des pays scandinaves où vous avez quand même beaucoup plus, je dirais, de gens épanouis au travail et émancipés. Hein, il y a des raisons à cela. Nous en parlerons plus tard, mais il y a des raisons donc à cela. La question, c'est vraiment ça. Est-ce que je subis mon travail? Est-ce qu'il m'est tolérable ou intolérable? Quand vous rentrez dans une usine, j'en parlais tout à l'heure, dans un abattoir, que vous devez découper des escalopes toute la journée en fonction de 120 grammes, 200 grammes, 300 grammes, en fonction des marchés, que vous êtes contrôlé et que quand vous avez une erreur, vous devez rester 10 minutes, 15 minutes pour, à la fin de votre temps de travail, rectifier votre erreur, ça c'est du travail réel, concret, et ça c'est difficile. C'est difficile. On pourrait multiplier les exemples. Aujourd'hui, donc le travail reste pénible pour une grande partie des Français. Faut pas oublier. Alors il y a le travail physique, il y a le travail, la pénibilité psychique qui d'ailleurs n'est pas du tout intégrée, pas prise en compte. Mais elle est bien réelle. Il y a énormément de gens. J'ai écrit ce livre dont vous avez cité sur l'idée reçue sur le burn-out. Bon, je signale qu'il vient d'être publié en livre en format poche parce qu'il a eu un grand succès. Bon, eh bien, on voit bien que, y compris sur cette dimension-là, la pénibilité psychique, quand vous êtes chirurgien, que vous opérez pendant 10 heures, que vous êtes exténué, que vous sortez, que vous devez repartir pour un tour de garde, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de professions qui sont avec une pénibilité psychique au travail. Alors, ils tiennent pourquoi? Et je terminerai là-dessus. À cause du plaisir. Le plaisir, il faut vraiment intégrer la question de la notion de plaisir au travail. Quand les gens sont à peu près avec du plaisir au travail, comme vous rayonnez derrière votre micro, quand vous avez ce plaisir, vous pouvez tenir. Vous pouvez tenir aussi quand vous avez une reconnaissance, quand vous avez un ascenseur. L'étude de ce point de vue-là est assez intéressante parce qu'elle montre bien qu'il n'y a pas d'ascenseur au travail aujourd'hui. Voilà, qu'il n'y a pas d'ascenseur au travail, qu'on manque de mobilité en France, ce qui contribue effectivement à rendre le travail parfois pénible, psychologiquement même, parce qu'on ne change pas assez de formation tout au long de sa carrière professionnelle, d'évolution dans son métier, évolution dans sa carrière. C'est très important de voir une perspective, évidemment, quand on est au travail. On est très touché par la formation des élites en France. Je donne une anecdote personnelle. Allez-y. Moi, j'arrive à la fin de ma vie professionnelle, j'ai 66 ans. Mais non, vous êtes tout jeune. Mais il m'arrive encore, ayant créé ce que j'ai créé avec Technologia et puis toutes les équipes que je salue aujourd'hui, on me demande encore à mon âge quelle école j'ai fait quand j'avais 20 ans. Vous voyez, non, mais cette histoire d'école, de sélection des élites en France, en France, on vous sélectionne sur la note que vous avez eue à 18 ans en maths, à l'âge d'une immaturité, qui vous permet d'accéder, je dirais, à une prépa, une école prestigieuse, qui vous permet d'arriver au plus haut niveau rapidement de management. Vous prenez l'Allemagne. L'Allemagne, vous êtes sélectionné à 26 ans après avoir fait des études, de la recherche. Donc vous êtes coltiné tous ceux qui étaient avant vous pour vraiment, je dirais, créer de la valeur. Et vous rentrez non pas en haut, mais vous rentrez au middle management. Et quand vous arrivez en haut, vous connaissez les métiers, vous connaissez les cultures, vous connaissez les hommes et vous pouvez diriger. Notre problème, c'est vraiment... Et c'est très bien expliqué dans l'étude. Il y a un vrai problème au niveau management. On a des managers qui font des plaidoyers, qui sont sûrs d'eux-mêmes, qui n'écoutent rien, qui imposent et qui n'écoutent pas, et ça donne des catastrophes, ça donne des gens qui sont malheureux au travail. Alors, satisfaction, insatisfaction, nous verrons quelles sont les solutions pour améliorer le plaisir de travailler. Parce que, comment faire et que faire? Bon, mais restons sur le constat tout de suite. Alors évidemment, ce débat autour du travail, je l'ai organisé parce qu'il y a cette réforme des retraites. Et je trouve que d'ailleurs, dans les discussions autour de la réforme des retraites, on parle assez peu du travail. Malheureusement, on n'en parle pas. C'est essentiel. C'est essentiel puisque c'est le travail qui finance la retraite. Il faut quand même ne jamais l'oublier. Qu'est-ce que vous en pensez, François Coq? De ce point de vue, vous avez raison de mettre le doigt sur ce qu'aurait sans doute dû être la bonne porte d'entrée pour mener ce débat.
Vous avez vu la réforme des retraites de 2019-2020, celle qui était passée sans être passée. La vraie question à l'époque, c'était pas simplement la question de la retraite, c'était la question de la précarité. Mais c'était une question qui traversait toute la société. Les débats à l'époque étaient beaucoup plus intéressants que ceux d'aujourd'hui. Étaient sans doute beaucoup plus intéressants, mais il restait déjà des débats très techniques, exclusivement sur la question de la retraite, là où la question de la précarité était la question prégnante au sein de la société. Aujourd'hui, la question, l'espèce de fil rouge qui traverse toute notre société, soyons clairs, c'est la question du pouvoir d'achat, c'est la question des salaires, qui est une question bien plus importante encore pour les Français. Et si les organisations syndicales et si les partis politiques avaient envie de mobiliser, ils seraient bien inspirés, sans doute, d'aller plutôt sur ce sujet-là et d'y rattacher la question de la retraite, que de partir sur un débat technique et désormais institutionnel, dont il ne sortira sans doute absolument rien. Il n'y aura même pas, le débat n'ira même pas au bout à l'Assemblée nationale, ce sera voté par un artifice. Du 47.1, et voilà. Donc aujourd'hui, sur la question du travail, qu'est-ce qu'il faut regarder ? Il faut regarder la question du salaire. Il faut regarder ce que vous avez dit il y a un instant, la question de l'évolution des carrières, les perspectives d'évolution des carrières. Et il faut regarder un troisième aspect aujourd'hui, qui est la reconnaissance du travail et des travails au sein de la société. Enfin, que nous ont dit les Gilets jaunes il y a 3 ans, sinon la dignité par le travail, ce qu'on appelait pendant la crise du Covid, les premiers de corvée, qui étaient les premiers à se lever, qui ont eu une reconnaissance éphémère, qui est déjà balayée. Est-ce qu'on pense qu'on va pouvoir remettre toute cette poussière-là sous le tapis ? Je ne crois pas. C'est cette question-là qui devrait être aujourd'hui posée. Je citais Victor Hugo tout à l'heure, un autre barbu célèbre, avait dit que le domaine de la liberté commence là où s'arrête le travail par nécessité. Eh bien voilà, c'est ces questions-là aujourd'hui qui devraient être au cœur du débat public. Bien, il est 11h16, le débat est bien lancé. Vous voulez intervenir, évidemment. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h19, le travail. Parlons du travail. Tiens, Pierre est avec nous. Nous allons mettre Pierre en direct dans 2 secondes. Pierre est à Toulouse, gestionnaire de patrimoine. Il a 57 ans et il va nous dire quelles sont ses réflexions autour du travail. Le travail n'est pas une finalité dans la vie, hein, François Coq. Une finalité, non, c'est l'un des aspects de la vie. C'est l'un des aspects de la vie. 14%, je regardais ce chiffre, nous passons 14% de notre existence à travailler. Ah oui. Ça vous surprend ou pas? Non, moi ça me moi ça ne me surprend pas. Mais regardez, moi je réfléchis en tant qu'un. Attention, pardon, je vous coupe. Il y a l'enfance, il y a la retraite, il y a toutes ces périodes où on ne travaille pas. Oui. Non, moi je vais réagir en tant qu'enseignant. L'enseignant que je suis, quand il a des élèves devant lui, il veut les porter à un haut niveau de connaissances pour pouvoir s'émanciper par la pensée, mais pour pouvoir aussi construire donc à la fois des citoyens, mais à la fois des futurs travailleurs. Voilà, parce qu'on sait aussi que c'est comme ça qu'on va pouvoir se réaliser. On peut pas séparer aujourd'hui l'un de l'autre. Alors, beaucoup disent on a perdu le goût du travail. Moi, je suis pas d'accord avec cette non, Bertrand Martineau. Est-ce qu'on a perdu le goût du travail? Non, je ne crois pas. Alors, toujours dans l'enquête qu'on a menée, quand on demande quel est le sens que les personnes donnent au travail, il y a 3 sujets qui ressortent. Il y a pourquoi vous travaillez donc pour le lien social. Bah oui, c'est le lien social, le travail. Oui, parce qu'au travail, on trouve un lien social. C'est constitutif du lien social. Voilà. C'est deuxièmement gagner de l'argent, à peu près à égalité. Et juste après vient le travail bien fait et produire un service ou un produit de qualité. Alors, donc on n'a pas perdu le goût du travail, y compris du travail bien fait et de la qualité du travail bien fait. Oui. Et quand on a un travail et qu'on considère qu'il est bien fait, là, ça donne du sens à notre travail. Mais majoritairement, c'est pour ça que je m'inscris un peu en fausse sur ces questions qu'on a perdu le sens au travail, etc. Majoritairement, quand on pose la question aux travailleurs sur le sens au travail, majoritairement, à peu près à hauteur de 80%, les gens considèrent que leur travail a du sens. Alors bien sûr, on peut s'inquiéter du fait qu'il y en a 20% qui trouvent que leur travail n'a pas de sens, évidemment. Oui, mais enfin, il ne faut pas non plus oublier les 80%. Voilà. Oui, il y a des travaux qui ont du sens, et il y a parfois... Et par ailleurs, point important, c'est que ces éléments-là ne sont pas dépendants de la catégorie socio-professionnelle. C'est-à-dire que le travail... Quand même. Non. Martineau, quand vous faites un travail répétitif, que vous êtes, je sais pas, il y a quand même certaines tâches qui donnent peu de sens. Tout à fait. Peu de satisfaction. Oui, mais quand vous êtes un cadre qui passe son temps à faire un reporting absurde et qui n'a strictement aucun intérêt,
votre travail peut être parfaitement beaucoup plus absurde. Inutile sans tout à arrêt. fait. Votre travail peut être totalement absurde et beaucoup plus absurde qu'un travail qui produit quelque chose. Il y a une grande différence. Quand vous êtes cadre, même si vous faites du reporting, qui peut ne pas en fait vous satisfaire, vous ne faites pas du reporting tout le temps. Quand vous êtes ouvrier à la chaîne dans une usine de montage automobile, je peux vous assurer que les gens arrivent, ils se mettent en mode robot. Il faut encore vraiment, je dirais, le voir, le vivre. C'est réel. Je veux dire, le travail, la pénibilité du travail, elle est réelle. Et d'ailleurs, un des vrais problèmes aujourd'hui dans cette retraite qui nous est proposée, enfin réforme de retraite, c'est que on n'intègre absolument pas suffisamment cette question de la pénibilité, puisque vous avez à peu près depuis 2015 12 000 personnes qui ont bénéficié de ce dispositif assez complexe qui a été mis en place pour partir avec une compensation en termes de retraite. Aujourd'hui, on nous présente une réforme qui est soi-disant juste, mais qui va reporter l'âge pivot de 62 à 64 ans. C'est-à-dire que la compensation, elle va se faire à partir de 64 ans. C'est-à-dire que des gens qui partaient aujourd'hui pour des questions de pénibilité à 60 ans vont partir à 62 ans. Donc, je dirais là, de ce point de vue-là, il y a un vrai sujet. Parce que quand vous avez travaillé pendant 20... Pour pouvoir partir, je précise une chose, pour pouvoir partir 2 ans avant, en retraite, en compensation, il faut travailler 25 ans de nuit. 25 ans de nuit dans le système actuel. Or, on sait que quand vous travaillez après 6 ans de nuit, des études d'Harvard l'ont montré, vous avez un taux de mortalité qui augmente de 11%. Vous avez un taux de maladie cardiovasculaire qui augmente de 20%. Vous avez donc des tas de pathologies qui résultent de votre travail. Donc, c'est un vrai sujet. Et ça n'a pas du tout été abordé comme ça aurait dû l'être dans une réforme de cette ampleur. Oui, et puis là je rejoins François Coq qui nous parlait de rémunération tout à l'heure. C'est vrai que l'un des moteurs de la satisfaction au travail, c'est la rémunération. Or, c'est vrai qu'aujourd'hui, compte tenu de l'augmentation du coût de la vie, on a la sensation que ceux qui travaillent ne sont pas satisfaits de leur rémunération, évidemment. Et ce qui participe à un désamour vis-à-vis du travail que l'on effectue. Oui, on voit que de ce point de vue-là, le gouvernement est à l'arrêt, et même dans un certain sens un frein, là où dans les pays autour de nous, on a vu des incitations, sur le SMIC, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Espagne, ailleurs des incitations à des augmentations de salaire, et dans notre pays, on voit les salariés qui, de mois en mois, perdent du pouvoir d'achat. On nous annonçait le pic de l'inflation pour ce début d'année. On ne sait pas jusqu'à quand il va durer. C'est ce qui pousse les Français à aller dans la rue aujourd'hui, plus que la réforme des retraites, vous pensez ? Non. Je pense réellement que les deux se mêlent et que la colère qui n'a pas pu exploser sur la question du pouvoir d'achat, elle trouve une grande partie de son expression aujourd'hui sur la question des retraites. Sur la question des retraites, oui, alors... Et là où je partage ce qui vient d'être dit, c'est que, alors toujours dans l'enquête Montaigne, on montre que les 3 soucis majeurs, les 3 insatisfactions majeures, qui n'ont absolument pas changé par rapport à la crise du Covid, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est l'absence de reconnaissance, l'insuffisance de reconnaissance au travail, l'absence de perspective de carrière et évidemment la rémunération. Voilà, sujet majeur, effectivement. Alors il y a un 4e qui s'est invité, qui n'existait pas avant le Covid, c'est des frustrations sur l'impossibilité de télétravailler. Bon, mais je mets celui-là de côté, pour l'instant on en reparlera peut-être, mais la question de la rémunération est évidemment majeure, et les Français et les travailleurs ne peuvent pas ne pas se rendre compte que la France a quand même décroché ces 20 dernières années en termes de rémunération et de salaire. Pourquoi elle a décroché ? Tout simplement parce que les gains de productivité se sont ralentis. La France a décroché, et effectivement, une aide-soignante aujourd'hui est payée 30% moins bien que si elle franchit la frontière allemande. Bon, mais c'est l'ensemble des salariés allemands qui sont payés mieux, et je parle même pas des Suisses. La France a décroché en termes de productivité. C'est ça le problème. Et donc il y a une sorte de sentiment de déclassement qui peut expliquer un malaise général qui s'exprime particulièrement sur les retraites, mais qui, à mon avis, dépasse largement le problème des retraites. Pierre est à Toulouse. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous Pierre. Vous mêlez à notre débat. Allez-y. Allez-y. Un de vos intervenants expliquait qu'à 66 ans, on lui demandait encore son diplôme. Je crois que le nœud du problème est là. C'est-à-dire qu'au fond, lorsque vous
vous avez, mettons, vous faites 4 ans d'études, 5 ans d'études, on vous délivre un diplôme et le calcul du salaire est fait en fonction de ce diplôme-là. Or, pour moi, le diplôme n'est qu'une canne pour démarrer dans la vie, mais en aucun cas, lorsque vous avez fait 40 ans de carrière, quand bien même vous n'avez aucun diplôme, votre travail vaut 100 fois plus que le diplôme que vous avez obtenu à 24 ans. Ça, c'est vrai. Or, le salaire ne va pas en conséquence, c'est-à-dire qu'au bout de 40 ans, vous êtes toujours, mettons, à 1500 ou 2000 euros, alors que celui qui a été diplômé et qui peut-être n'a pas voulu après travailler toute sa vie, c'est-à-dire n'a pas conforté son diplôme, va se retrouver avec un salaire bien supérieur, et c'est là, je pense que déjà, il y a un déséquilibre total dans la société. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, que l'on parle de salaire, que l'on parle de retraite, tout est calculé en fonction du seul salarié, c'est-à-dire de la personne elle-même. Or, on ne tient jamais compte de l'entreprise qui, elle, fait des bénéfices et qui, pour cela, on a cloisonné totalement l'entreprise, c'est-à-dire ceux qui font des bénéfices, des salariés, de ceux qui travaillent. Et tant qu'on ne liera pas ces deux, c'est-à-dire tant qu'on ne donnera pas une partie de bénéfices des entreprises aux salariés, évidemment qu'il y aura toujours un déséquilibre, qu'il soit pour la sécurité sociale, qu'il soit pour les retraités. Enfin bref, il y a une réforme totale à faire dans ce qui est dans l'entreprise. Bien, merci Pierre. Accélérer la participation, évidemment. Accélérer le partage des richesses dans l'entreprise, ça donne évidemment une meilleure satisfaction dans le travail. Non, Bertrand Martineau. Tous les systèmes de partage des profits, en particulier la participation, qui est très développée en France, l'actionnariat salarié, qui est sans doute insuffisamment développé, et puis l'intéressement, tout ça va évidemment dans le bon sens. Mais malheureusement, je pense que le problème est plus grave que ça. C'est pas un problème de répartition du gâteau, c'est un problème de taille du gâteau. La croissance par tête en France, donc où la productivité a ralenti considérablement, le gâteau, et en plus on doit porter un état-providence, une protection sociale extrêmement coûteuse, et c'est très bien comme ça, on a un bon système de protection sociale, mais le système est en train de craquer partout, parce que la croissance a profondément ralenti, la croissance par tête, la productivité par tête. Donc on pourra partager les richesses autant qu'on voudra, et il y a sans doute de mieux à faire, mais on a un problème global de croissance, parce qu'on s'est désindustrialisé, parce qu'on n'a pas assez investi dans les technologies, parce qu'on n'est plus leader sur les technologies clés, parce qu'on a perdu en compétences mathématiques. Enfin, il y a tout un tas de bonnes raisons. Donc, il faut sans doute parler de répartition, mais avant tout, il faut savoir quelle est la taille du gâteau. Sinon, on va simplement se rétracter. Vous allez répondre, François, juste après la pub, mais vous allez répondre à cela. Il est 11h30. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h32. La satisfaction au travail. On y revient, c'était l'objet. D'abord, vous vouliez, François Coq, répondre à ce que disait puisqu'on se rapproche de midi, Bertrand Martineau. On est en train de parler du gâteau tout à l'heure. Deux aspects. L'un d'abord sur la répartition du gâteau. Vous avez raison de dire qu'il y a sans doute beaucoup de marge pour une meilleure répartition. Par exemple, la question du dividende salarié dans ce pays, il y a 5 millions de personnes qui en bénéficient. Sur les 19 millions qui pourraient en bénéficier, ça laisse de la marge. J'ai entendu un candidat à l'élection présidentielle en 2022, un éphémère candidat, M. Montebourg, qui avait mis ça à l'époque dans son programme. Ça n'a pas été mis en discussion. Le président de la République a depuis évoqué ça, sans qu'on voit venir pour l'instant quoi que ce soit. Ça, c'est sur la question de la répartition du gâteau. Mais la question de la taille du gâteau, oui, c'est une question importante. Mais enfin, c'est difficile d'entendre que le gâteau n'augmente pas aujourd'hui quand on voit les bénéfices records qui sont ceux qui ont été affichés cette année, qui sont au-delà de ceux que l'on a connus avant la crise de 2008. Entendez bien, avant le choc que cela a pu représenter. Alors quand les salariés dans ce pays, on leur dit il faut se serrer la ceinture, ils ont bien conscience qu'à un moment donné, tout le monde se serre pas à la ceinture. Est-ce que tout cet argent-là est exclusivement réinvesti par les entreprises? Non, puisqu'on voit que justement, c'est dans ce qui est donné aux actionnaires que ça se volatilise le plus. Donc il y a sans doute cette question de la taille du gâteau qu'il faut examiner, et il y a une contradiction qui, aujourd'hui, soyons clairs, est inentendable pour les Français. Oui, inentendable pour les Français, et je mets ça aussi en parallèle avec les perspectives de carrière. Ça aussi, c'est un des aspects qu'on n'a pas trop abordé, mais fait-on suffisamment d'efforts pour donner aux travailleurs français, aux salariés français, de belles perspectives de progression dans leur vie professionnelle? C'est un vrai sujet. Mais c'est un vrai sujet. Parce que, par exemple, la pénibilité au travail. Admettons que vous ayez une charge de travail très importante, mais vous avez une promesse
d'évolution, une promesse de changer de travail, une promesse d'être promu, eh bien vous allez effectivement travailler mieux déjà. Vous allez supporter la charge de travail qu'on vous présente avec pas bonheur, parce que bon, c'est toujours une contrainte, mais vous allez l'accepter beaucoup plus facilement. Le problème, c'est que notre société est figée aujourd'hui. Elle est figée de ce point de vue-là. Il n'y a pas suffisamment de mobilité ascensionnelle. On le voit aujourd'hui, en particulier avec les anciens qu'on pousse dehors. On parlait tout à l'heure de précarité, et François l'abordait. C'est évident, mais aujourd'hui, une personne sur deux qui arrive à l'âge de la retraite, à 60 ans, est sans emploi. Donc vous reculez de 2 ans, je dirais, l'âge de la retraite, vous multipliez, vous accentuez la précarité de ces gens-là. Parce que c'est pas à 62 ans que vous allez retrouver un job. Donc, en fait, sur les anciens, le vrai problème, c'est là encore, c'est qu'on n'investit pas pour les former. Lorenzi a bien montré que si on arrivait à former et à aider les anciens ils resteraient en emploi. Le problème, on ne mise pas sur l'expérience. Il y a beaucoup de dispositifs qui permettent l'emploi des jeunes, et il y en a pratiquement pas qui permettent l'emploi des seniors. Alors vous m'expliquerez pourquoi. Oui, il y a une raison. Pourquoi il y a une raison. Alors Bertrand Martineau, pourquoi tout simplement que si, par exemple, le système de retraite fait que vous partez à 62 ans, vous n'avez aucune incitation, vous, votre salarié, et votre employeur n'a aucune incitation à vous former. Vous allez partir. Oui. C'est tout. Alors qu'un jeune, vous avez davantage d'incitation. Il y avait même des incitations à vous faire partir à 57 ou 58 ans. Elles ont été très largement supprimées. Oui, voilà. mais toutes les retraites d'entreprise. Mais quels dégâts. Tout à fait, mais ça a été supprimé ces dernières années. Depuis mais Sarkozy. Il n'y a pas quand même, on pourrait peut-être imaginer des systèmes permettant de garder les seniors en entreprise plus longtemps. Il faut développer les systèmes de retraite progressive, de cumul emploi-retraite. Peut-être et puis surtout des cotisations moindres, peut-être, je ne sais pas. Oui, mais Jean-Jacques Bourdin, le problème, c'est que les sujets sont différents selon les métiers, selon les branches professionnelles, selon les entreprises. Donc c'est pas l'État qui va décider, il n'a pas les moyens, il ne sait pas faire, de décider que dans tel métier, dans telle branche, les fins de carrière doivent se passer de telle façon ou de telle façon. C'est un sujet de dialogue social, et les syndicats et le patronat seraient bien inspirés de négocier sur ces sujets. Mais par exemple, on en parlait tout à l'heure, quand vous arrivez à la retraite, à l'âge pivot de la retraite, 62 ou 64 ans peut-être bientôt, eh bien si vous incitez les gens à rester en poste, ceux qui veulent travailler, ceux qui peuvent travailler, qui ont les conditions physiques pour le faire, en les bonifiant plus. Aujourd'hui, quand vous travaillez au-delà de l'âge pivot de la retraite, vous avez une bonification qui est à peu près de 5% sur votre retraite par année. Si vous doublez cette bonification, que vous la passez de 5 à 10%, eh bien vous allez faire en sorte de maintenir en emploi environ entre 200 et 300 000 seniors en activité qui veulent travailler, qui apportent leur expérience et qui peuvent travailler. 300 000. Or, on sait, d'après les calculs qui ont été faits savants de Lorenzi, le président du Cercle des économistes, que si on maintenait 800 000 seniors en activité, eh bien il n'y aurait aucun problème de financement. De financement du régime. Donc, on n'est pas... Alors, je dis pas que c'est la solution, la panacée, mais 300 000... C'est l'une des solutions. C'est une des solutions. Il faut vraiment inciter ceux qui veulent, je dis pas ceux qui veulent pas. Ceux qui ne peuvent pas, ceux qui sont esquintés déjà, mais ceux qui veulent, par exemple les intellectuels, par exemple les journalistes, etc. Ceux qui ont un travail qui leur plaît, à continuer à repousser pour faire des économies considérables en matière de retraite, en les bonifiant plus. Ça, c'est une des solutions qui serait à mettre sur la table, parce qu'elle est sensiblement intéressante pour tout le monde, à la fois pour l'État, pour les caisses et à la fois pour les individus. François Coq. Je crois qu'effectivement, il faut travailler cette question de la transition entre la vie active et la retraite. Voilà. Oui. On a souvent tendance à dire que ça s'apparente à une petite mort, la fin de la vie active. Il y avait des dispositifs qui étaient mis en place, tant dans le privé que dans la fonction publique, pour permettre d'entrer progressivement dans la retraite, de continuer à cheminer sur les dernières années en étant encore actif. Et ça a largement disparu depuis. Ça a fait beaucoup de dégâts, mais là où le gouvernement, avec la réforme telle qu'il la propose aujourd'hui, certes, il ne peut pas régler les choses par lui-même. Je suis d'accord avec vous quand vous dites que ça doit se régler non seulement au niveau des branches, mais même plus dans le détail, ensuite au niveau de l'emploi.
l'entreprise, mais il n'a pas vocation à venir désorganiser ce qui existe déjà. J'entendais chez l'un de vos collègues, Jean-Jacques, hier, quelqu'un qui témoignait, qui était employé chez jadis PSA, qui disait qu'il avait une transition justement comme ça pour aller vers la retraite, et que la réforme telle qu'elle est va lui changer complètement la donne, va l'obliger à revenir complètement sur un poste. L'entreprise elle-même ne sait pas comment elle gérer parce qu'elle ne veut pas récupérer ce salarié à temps complet. Donc finalement, on crée plus de pagaille qu'on ne va arranger les situations. Alors, regardons, pour en revenir au travail, j'ai quelques questions à vous poser. Vous connaissez ce sujet bien mieux que moi. La charge de travail a-t-elle augmenté ces dernières années ? Est-ce que la charge de travail a augmenté ? Quand vous posez la question aux salariés, à hauteur de 60%, ils vont vous dire oui au cours de ces 5 dernières années. Oui. Alors c'est un ressenti, c'est subjectif, c'est le résultat des... Voilà. Et alors, quand on regarde en même temps si la durée du travail a augmenté, la réponse est non. La durée du travail est la même, elle est stable depuis 2003. Quoique, il y a les 35 heures, il y a la loi, et il y a... non, mais les gens travaillent plus de 35 heures. Les 35 heures, évidemment, parce qu'on demande à quelqu'un de travailler 10 minutes de plus par-ci, sauf que, 20 minutes de plus par-là. D'accord, mais c'est du déclaratif. Quand vous demandez aux gens, sur longue période, c'est l'INSEE qui fait l'enquête emploi annuelle, enfin trimestrielle, vous demandez la durée du travail, vous regardez sur une base annuelle pour tenir compte aussi des congés. Parce que c'est pas que la durée hebdomadaire qui compte, c'est la durée annuelle du travail. Bien sûr. Et vous regardez les statistiques de l'INSEE, il n'y a pas d'augmentation de la durée du travail, même sur une base déclarative, donc au réel, sur les dernières années. Donc le sentiment d'augmentation de la charge de travail renvoie à une intensification du travail et non pas à une augmentation de la durée du travail. Et d'ailleurs, un des enseignements de l'étude, on a fait beaucoup de statistiques sur le sujet, c'est qu'il n'y a aucun lien statistique entre la durée du travail et le ressenti d'avoir une charge de travail excessive ou d'être en burn-out. Autrement dit, vous avez presque autant de probabilité d'être en burn-out à 35 heures qu'à 40 heures. C'est un problème d'environnement du travail, c'est un problème de management, c'est un problème de reconnaissance. La charge psychologique a augmenté. Alors ça, on peut pas... Dans beaucoup, moi j'entends beaucoup c'est la charge psychologique. Le sujet aujourd'hui de la charge mentale est beaucoup plus important. En moyenne, je ne dis pas qu'il n'y a pas des métiers extrêmement pénibles, mais en moyenne, on est dans une société de tertiaire, donc il y a des gens qui travaillent à la chaîne, il y en a quand même plus énormément par rapport aux années 70. En revanche, là, on est dans une société du tertiaire, des gens qui travaillent dans des bureaux. Et la charge, elle est mentale. C'est la pression du client, c'est la pression du manager. C'est la pression du manager. Ce sont des réunions inutiles qui multiplient. Un travail qui est mal organisé. Et puis on pousse, et puis les salariés rentrent chez eux avec leur ordinateur et travaillent le week-end parce qu'ils ont de la pression de leur employeur. Oui, je pense qu'il faut comprendre qu'on est passé dans une nouvelle mode de gouvernance. Depuis maintenant une vingtaine d'années, on est passé ce qu'on appelle à la DPO, direction par objectif. C'est-à-dire que chacun des individus, même y compris maintenant dans le public, avec le New Public Management, chacun doit être à son niveau tenu par des objectifs à atteindre. Ça, c'est insupportable. L'objectif. Avec des reportings incessants. Alors, avant, les reportings, ça se faisait 1 voire 2 fois par an. Aujourd'hui, c'est quasiment toutes les fins de semaine où on a un suivi de l'individu. Il y a une pression énorme pour la production, pour être dans les clous de ce qui a été prévu. Et donc, cette pression explique, y compris, moi je l'ai bien montré, la question, je dirais, de l'évaluation permanente, le fait que les individus intègrent cette pression eux-mêmes pour être au rendez-vous, pour ne pas être disqualifiés, pour bénéficier d'une reconnaissance. Parce que la reconnaissance, c'est un côté narcissique. Je cherche à être reconnu. Et donc, cette affaire-là conduit les gens dans un travail parfois compulsif. Parce qu'y compris, ils ont peur de tomber dans la déchéance sociale, de perdre leur job. Donc, ils s'investissent perpétuellement. Et donc, sans d'ailleurs forcément être aidés par leur manager, qui va pouvoir parfois en mettre une couche en plus. Mais le manager, lui aussi, a des objectifs. Absolument. Et donc, ce travail compulsif, plus les exigences professionnelles, avec la pression qui est mise, alors fait qu'on a une productivité parfois plus importante, mais conduisent aussi à du gâchis, avec une remontée des pathologies psychiques qui est énorme. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Le burn-out dont on parlait, mais qui était en fait dans certains métiers après-guerre, aujourd'hui, il concerne énormément d'entreprises. Moi, j'ai étudié dernièrement. Dans tous les métiers, même le burn-out. Dans tous les métiers. Tout à fait. Il y a un épuisement et les gens craquent. Et donc ça, c'est un vrai problème. C'est un coût considérable pour notre société. Cette augmentation de la charge psychique chez les salariés va clairement de pair avec l'effritement du lien social par le travail et dans le travail. C'est-à-dire au fait que le salarié est de plus en plus individualisé, de plus en plus atomisé. Et en l'atomisant,
d'abord, on peut lui fixer des objectifs qu'il est contraint d'atteindre, et on lui fait perdre le sens de ce qu'est le travail collectif et la finalité de ce pourquoi il travaille. On est en train de boucler la boucle, finalement, avec ce qu'on est en train de dire là. On voit comment une logique qui s'est imposée à la société tout entière, en voulant atomiser l'individu, en voulant atomiser l'individu pour ne plus qu'il soit citoyen, se retranscrit jusque dans l'entreprise en atomisant le collectif de travail pour avoir des salariés beaucoup plus malléables et corvéables. Et pour compléter ce que dit François, je pense que l'un des grands objectifs, c'est de revenir à des évaluations collectives et non pas d'avoir ces évaluations rémanentes, récurrentes sur le plan individuel qui isolent les individus, qui leur font porter une anxiété. Et si on revient à une évaluation collective, on renforce les liens, la coopération, ce que cherchent les gens. Tout à l'heure, M. Martineau montrait très bien le fait que le travail était le lien social par excellence, ce qui est le cas aujourd'hui. Après-guerre, vous aviez l'Église catholique, vous aviez le Parti communiste, vous aviez le folklore villageois, tout ça permettait aux gens de s'intégrer. Aujourd'hui, dans nos grandes villes urbaines, comment on s'intègre? La seule solution, c'est le travail. C'est le travail. C'est le travail. Vous avez raison. Il est midi moins le quart. Alors, quelle solution? On va terminer les 10 dernières minutes sur les solutions. Quelle solution pour améliorer cette satisfaction au travail? Il est midi moins le quart. À tout de suite. Et puis nous prendrons Guy très vite, qui est en Seine-et-Marne. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Oui, on en parlait il y a un instant, pendant la pub avec Jean-Claude Delgen. C'est vrai que le rôle du responsable de l'entreprise est très important et c'est difficile de donner du plaisir. Il faut y penser sans cesse, donner du plaisir à celles et ceux qui travaillent avec vous. C'est vraiment très important. Guy est à Ponto-Combo en Seine-et-Marne. Bonjour Guy. Allô Guy. Bonjour monsieur Bourdin. Oh là là, je vous entends très mal Guy. Où êtes-vous? Alors attendez, vous êtes sur haut-parleur, non? Je m'arrête. Arrêtez-vous parce que sinon on vous entend pas, Guy. Ce serait dommage. Ouais. Vous m'entendez là? Je vous entends un peu mieux là. Allez-y. Oui. Écoutez, donc merci à vos interlocuteurs parce que en fin de compte, ça redonne du baume au cœur. Ah voilà. Guy, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que l'objectif est là. Si je puis dire, on parlait d'objectif tout à l'heure. L'objectif pour nous tous, c'est nous tous, donc c'est collectif, c'est de donner du plaisir et surtout de faire réfléchir. De donner envie. De donner envie. Et on a besoin de réflexion. On a besoin de réfléchir dans ce pays. On ne réfléchit pas assez maintenant. Tout se fait trop vite, très vite, dans l'instantané. On n'a plus le temps. Alors allez-y Guy, qu'est-ce que vous vouliez dire? Et donc déjà, dans un premier temps, il faut redonner aux jeunes, au niveau apprentissage, l'envie d'exercer. On disait toujours dans le temps, parce que bon, j'ai 73 ans, je suis retraité, mais c'est pas la panacée. La retraite, c'est pas la panacée. Oui. Comme dit votre collègue Berkoff, les carottes sont cuites quand on arrive à la retraite. Oui. On peut faire un tas de choses. Donc en redonnant l'envie aux jeunes de travailler, il faut les inciter. Il faut les inciter et les entreprises peuvent faire. Il faut exonérer les patrons et les apprentis, les maîtres d'apprentissage. Arrivé à 55 ans, on peut très bien être maître d'apprentissage et former des apprentis au sein d'une entreprise. À ce moment-là, on exonère le salarié et le maître d'apprentissage des cotisations sociales et patronales, dans un premier temps. Ensuite, pour leur redonner envie, il n'y a pas de saut métier. Et ça, c'est le rôle du patron qui doit les inciter à aimer et à apprendre à ce qu'ils doivent faire. Dans le temps, il y avait un dicton qui disait « l'ouvrier fait le patron et le patron fait l'ouvrier ». C'est encore valable et ça sera encore d'autant plus valable dans les années qui viennent. Je crois. Guy. Ensuite, allez-y vite. Il faut donc exonérer les charges sociales. Oui. Il faut sortir l'apprentissage du giron de l'éducation nationale parce que nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que corporation, on est à même de savoir ce dont on a besoin. Oui. On n'a pas besoin. Un jeune qui vient en apprentissage, qu'il fasse des mathématiques et du français, c'est bien, mais il ne vient pas en apprentissage pour faire ça. Il vient pour apprendre un métier. Bien, Guy, dites-moi, plein de bon sens, Guy, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Bertrand Martineau? Oui, et en particulier,
parmi les nombreux, on a commencé à en parler, les nombreuses possibilités d'aménagement des fins de carrière, le fait de devenir formateur ou effectivement maître d'apprentissage fait partie des choses, voilà, avec le passage à temps partiel, avec les aménagements du poste de travail, de changer de poste de travail. Ça donne une perspective et donc ça permet d'améliorer la satisfaction au travail. Je vais prendre le cas d'une entreprise de déménagement. Le gars qui porte des pianos à 60 ans, je comprends qu'il soit vent debout contre la retraite à 64. Mais le scandale, c'est peut-être pas que la retraite soit à 64, c'est qu'il se retrouve à 60 ans à devoir faire ce métier qu'il a peut-être commencé à 16 ans. Le problème, il est là, donc il faudrait peut-être se poser sur les bons sujets. Alors ensuite, Guy parlait de l'apprentissage, donc effectivement, c'est effectivement quelque chose d'important. On peut regretter que la réforme qui a été faite n'ait pas concerné véritablement les premiers niveaux de qualification, c'est-à-dire en particulier le CAP et puis surtout le bac professionnel. Bon, puisque c'est essentiellement dans l'enseignement supérieur que ça mais ça fonctionne bien, l'apprentissage. Il y a une accélération. Dans l'enseignement supérieur, il y a une multiplication par 3 ou 4. Donc effectivement, il n'y a pas de sujet, ça a très bien fonctionné. Mais effectivement, il pointe du doigt l'inadaptation d'un certain nombre de diplômes de l'éducation nationale qui sont beaucoup plus théoriques. Alors j'avais fait une étude comparative il y a quelques années avec ce qui se passe en Allemagne et ce qui était montré, c'est que la grande différence entre l'apprentissage en Allemagne et en France, c'est les référentiels de diplômes qui sont beaucoup plus axés sur le métier en Allemagne alors qu'ils sont beaucoup plus théoriques en France. Donc il y a un vrai sujet, effectivement. Un vrai sujet. Bon, pour améliorer la satisfaction, la mobilité aussi. La mobilité, tout au long de sa carrière. La mobilité dans la carrière et on revient donc à ce qui se passe au début, c'est-à-dire que à ce qui se passe au début, pour moi la question n'est pas tant celle de l'apprentissage que celle de la filière professionnelle dans son ensemble. À un moment donné, il faut permettre à la filière professionnelle, au bac professionnel, avec l'ouverture de plus en plus importante désormais vers les licences professionnelles, d'avoir des jeunes qui sont qualifiés et qui ont des perspectives à la fois dans des études qui restent des études courtes jusqu'à bac plus 3 et ensuite avoir de la mobilité dans la carrière parce qu'ils auront acquis, et entendez-moi bien, parce qu'ils auront acquis un diplôme. On a eu cet échange rapidement tout à l'heure, je crois que c'est Pierre qui a passé un coup de fil et qui évoquait cette question-là. La question du diplôme, pour moi, reste décisive. Voilà. À partir du moment où on bascule du fait qu'on a un diplôme, c'est-à-dire une qualification qui est rattachée à l'individu, à simplement des compétences qui sont rattachées au poste de travail, on rentre complètement dans l'atomisation de la société et du salariat. Et puis dernier point que je voudrais évoquer quand même, puisqu'on évoque la question des perspectives peut-être pour réhabiliter le travail. Moi je crois que cette question du travail reste profondément liée encore dans notre pays, de par notre imaginaire mais de par des réalités concrètes, à la séquence de désindustrialisation que nous connaissons depuis des années. Tant que nous ne mettrons pas un coup d'arrêt à cela, tant que nous continuerons à avoir simplement des mots avec un président de la République ou des responsables politiques qui viennent nous dire, comme pendant la crise du Covid, qu'il faut récupérer notre souveraineté industrielle notamment, et tant que nous ne le ferons pas concrètement, cette question du travail continuera à être pour nous tous dans ce pays un espèce de désert dans lequel on peut se perdre. Voilà. Il nous faut des perspectives concrètes et ça passe par le fait que le travail permet de réhabiliter l'outil productif. Je voudrais aussi préciser que lorsqu'on parle travail, on pense salarié. Or, il y a de plus en plus de Françaises et de Français qui ne sont pas salariés et qui sont indépendants, qui ne travaillent pas dans un cadre bien défini d'une entreprise. Oui. Peut-être avant de voir la question des indépendants, je vais reprendre sur ce qui était dit. Sur la question de l'apprentissage. Vous prenez l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne, vous avez 14 ou 15 patrons du DAX qui sont passés par l'apprentissage. C'est comme le CAC 40, voilà. Le DAX, il faut savoir. Oui. Le CAC 40, combien vous en avez? Aucun. Oui, aucun. Oui, c'est très significatif ce que je vous dis là. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez la possibilité, même en commençant au plus bas niveau, de monter jusqu'en haut. En France, c'est pas du tout le cas. En France, prenons un cas, un exemple concret, parce que moi j'aime bien Vous prenez Alcatel. Alcatel, on nomme Monsieur Sueur, qui est chimiste, à la tête de Alcatel, qui est l'électronique, ok? Il met 3 ans à s'imposer à ses équipes. 3 ans à connaître les marchés, à connaître les produits. Au final, la boîte va très mal. Il fusionne avec Lucent, qui est un canard boiteux américain, et on vend la société, 10 000 suppressions d'emplois, à Nokia. C'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'en fait, effectivement, on balance des gens à des postes de responsabilité qu'ils ne connaissent pas suffisamment, et on a des catastrophes industrielles derrière. Vous voyez, et donc ça, en Allemagne, c'est quasiment impossible, parce que vous avez une décision collective, vous avez des gens qui connaissent les métiers, qui connaissent les hommes, qui connaissent les cultures, et qui ne prennent pas des décisions à l'emporte-pièce. Oui. Merci messieurs d'être venus nous voir ce matin. C'était
très très intéressant, vraiment. 11h56, Bertrand Martineau, Jean-Claude Delgenne et François Coq, merci d'avoir participé à notre débat.